Oui. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Ça va? Très bien. Alors nous sommes dans votre bureau. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là On est en au deux mots 5e étage du siège du Parti communiste français, place du Colonel Fabien. Voilà, ça domine un petit peu les hauteurs de Paris. Et ben voilà, je suis heureux de vous accueillir, de pouvoir répondre à vos questions ici. Il est temps de demander à Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français et député du Nord, d'éteindre son téléphone, d'oublier le tumulte de l'actualité. Il referme la porte de son bureau pour ne plus entendre la ruche bourdonnante du Colonel Fabien, le siège du PCF, bunker futuriste imaginé par l'architecte Oscar Niemeyer au cœur des années 60. L'ancien candidat à l'élection présidentielle a en effet accepté de nous faire revivre ce moment si particulier pour lui, ce jour où sa vie a basculé. J'ai un souvenir très précis de ce 31 décembre 2004, parce que j'étais chez des amis en province avec les enfants, et on devait fêter le réveillon ensemble, et on se préparait à la fête. Et ma fille avait, elle avait subi quelques examens, on avait été aux urgences quelques jours auparavant à Lille, parce qu'elle avait une grosse amygdale au fond de la gorge, une grosse boule. Ça faisait des semaines qu'elle prenait des antibiotiques pour soigner une angine, puis après c'était pas une angine, c'était autre chose. Bref, on est allé aux urgences, elle avait fait des prélèvements, bon j'attendais les résultats sans plus, mais voilà. Et ce 31 décembre, j'ai reçu un coup de fil du CHR de Lille, du docteur Nelken, cancérologue, et qui me dit « Monsieur Roussel, on a fait les études, votre fille a un lymphome de Burkitt, est un cancer des ganglions, qui fait partie des cancers du sang, et donc il faut que vous veniez pour qu'on puisse l'hospitaliser et la soigner. » Donc c'est un choc. Et je me souviens avoir dit, bah écoutez, oui, là je suis en province, on rentre sur l'île demain ou après-demain, et donc, dit Monsieur Roussel, vous comprenez pas, me dit-elle, c'est un cancer, et il faut que vous veniez aujourd'hui, elle doit être hospitalisée aujourd'hui, c'est sérieux. Et c'est là où ça bascule. Votre fille avait 9 ans. Elle avait 9 ans. Qu'est-ce qu'on ressent quand ça bascule, quand le monde s'écroule? D'abord, je lui ai pas dit ça. J'en ai parlé à mes amis. J'étais séparé de sa mère, donc j'étais seul avec les enfants. Et avec les amis, ils nous ont raccompagnés à la gare. On a fait une photo qui est restée pour tout le monde parce qu'on se dit au revoir. Et moi, je pars avec mes enfants pour aller à l'hôpital. Et j'ai dit à ma fille que voilà, elle avait besoin d'être hospitalisée en urgence pour soigner ce qu'elle avait au fond de la gorge et que malheureusement, ça privait de fête, mais voilà, c'était comme ça. Et puis après, s'en est suivi 6 mois d'hospitalisation, de protocole, de chimio, et avec tout ce qui va derrière, quoi. C'était la première fois que vous étiez confronté à la maladie C'était la première fois que j'étais confronté à la maladie grave, au cancer, et à un de mes enfants qui est touché par ça. Et donc, ça touche à sa chair, quoi. On a envie de prendre le cancer pour soi. On trouve profondément injuste qu'un enfant soit touché par cette maladie. Et on se dit, c'est pas normal. Et en fait, c'est la vie et il faut surmonter, c'est un combat. Où est-ce que vous avez trouvé justement la force de vous battre? D'abord, les enfants, ma fille, comme beaucoup d'enfants, ont une capacité de résistance qui est énorme, plus que nous les adultes, je trouve. Je me suis retrouvé avec elle dans le service pédiatrique de l'hôpital Jeanne de Flandre, où sont soignés les cancers des enfants. Donc c'est une unité spécialisée. C'est merveilleux d'humanité, de compétences.
Et c'est là où j'ai été avec d'autres parents et d'autres enfants atteints de cancer du sang, de leucémie, de lymphome comme ma fille. Et les enfants sont énormément forts. Voilà. Et c'est nous qui devons être à leur côté et montrer qu'on est aussi forts. Ce qui n'est pas évident. Et donc, on ne se pose pas la question où on trouve l'énergie. Au quotidien, on doit être présent. Et donc, voilà, j'étais à Lille. Ma fille pouvait m'appeler à 22h le soir pour me dire j'arrive pas à dormir, est-ce que tu peux venir ? Et je venais. Et je l'ai accompagnée pendant toute cette période. Voilà. Et c'était difficile. Comment, en famille, vous avez vécu la chose ? Vous avez communiqué avec vos autres enfants ? Vous en aviez plusieurs ? Les autres enfants étaient... son frère jumeau a poursuivi sa scolarité et il était présent, mais sans... les autres enfants, comme Émile, qui est plus petit, ils ont continué à vivre et avec elle, et c'était important. Voilà. Il n'y a pas eu de dramatisation, de dépression, voilà. Même si c'était dur pour tout le monde. Avec la famille, moi j'avais du mal parce que forcément j'étais bombardé de coups de fil pour savoir où ça en était, comment ça allait, et il fallait que je décrive et que je donne des nouvelles, et ça c'est dur. Parce qu'on n'a pas envie. On a envie d'en sortir dès que c'est possible, quoi. Et donc on n'a pas envie, à chaque coup de fil, c'était l'occasion de se replonger dans une chose difficile. Votre ami d'adolescence, Olivier Marché, m'a raconté aussi cette période qu'il a vécue à vos côtés. Et il m'a dit qu'à aucun moment vous ne vous êtes épanché, que vous avez été très fort, que vous avez beaucoup cru en la médecine. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. J'ai vu vraiment des médecins incroyables. Les clowns de l'espoir aussi, qui interviennent dans les hôpitaux et qui apportent de la gaieté et de la bonne humeur. Et je me souviens d'une cancérologue, une médecin cancérologue qui est venue me dire on va attaquer la chimio, votre fille va perdre ses cheveux, ses sourcils, et il faut lui dire. Et j'ai dit mais non, c'est pas moi qui vais lui dire, c'est vous. C'est vous, docteur, c'est vous qui allez lui injecter ça. Et donc c'est à vous de lui dire pourquoi, comment, quand. Et moi je serai à côté. Mais chacun son rôle. Et bien sûr, et puis elle l'a fait, et elle l'a très bien fait. Mais et donc voilà, on passe beaucoup de temps avec les médecins, on échange avec eux, on est au courant de tout. Mais c'est vrai que on a besoin, nous, de pas s'affaisser, de pas s'effondrer. Et c'est ça le meilleur accompagnement qu'on doit faire. Et vous êtes raccroché à quoi ? À quel plaisir de la vie, je sais que vous gardez votre canne à pêche toujours dans l'entrée de chez vous. Est-ce que ça date de cette époque ? À l'époque, c'était les élections régionales. Et j'étais dans le comité de direction autour d'Alain Bocquet, qui était tête de liste aux élections régionales. Et je m'en souviens parce que quand j'ai annoncé la triste nouvelle, Alain m'a dit mets-toi à l'écart, occupe-toi de ta fille, la santé d'abord. Ce que j'ai fait. Et en même temps, quand les protocoles se sont mis en place, quand ma fille a pu sortir de l'hôpital, elle devait y retourner, mais elle pouvait sortir de l'hôpital, on essayait de faire en sorte qu'elle puisse retourner à l'école pour garder un lien social, des amis, etc. J'ai pu reprendre mon activité militante et ils m'ont laissé la possibilité d'animer des meetings et de reparticiper à la campagne. Et c'était important. Et je me suis rendu compte en le faisant, j'avais un doute, mais je me suis rendu compte en le faisant que c'était important parce que ça permet de se changer les esprits, de penser à autre chose, de renouer avec une vie sociale. Et donc le travail, ça sert à ça aussi. Je pense que ce qui serait terrible, c'est pour les gens qui subissent ça, qui n'ont pas de boulot à côté.
Enfin, pour moi, ça aggrave encore plus les choses. Il faut vraiment qu'on ait une vie sociale à côté. Parce que ça aide à se ressourcer, à se renforcer. Et on est plus fort après. Et en quoi votre vie militante passée, qui a commencé très tôt, puisque dès l'adolescence, vous occupiez votre lycée, vous faisiez des sittings pour Nelson Mandela, vous avez occupé Fauchon, je crois. En quoi ce passé militant a été un plus dans cette lutte-là, qui est très différente, mais... Parce que je me dis que nous, on dit, les militants, on dit comme ça, parfois sans savoir, on dit la vie est un combat. Lutter, c'est vivre. Lutter, c'est vivre. Eh bien, c'est jamais aussi vrai que quand on est confronté à un tel bouleversement, une telle maladie, un accident de la vie. Ben oui, pour vivre, il faut lutter. Et je me le suis souvent dit, et je le disais à ma fille. À un moment donné, je lui ai dit qu'elle avait un cancer, j'ai dû lui dire, pour mettre des mots sur la maladie, qu'il y avait les moyens de soigner ce cancer. Ce n'était pas un cancer dont on pouvait mourir. Enfin, on pouvait en mourir, bien sûr. Mais pris à temps, il était soignable. Et donc je lui ai expliqué et je lui ai dit, on va se battre. Et cette phrase-là, on va se battre. Les personnes atteintes d'un cancer, j'en ai rencontré, j'en rencontre, le disent aussi. On va se battre, c'est un combat. Il y a le combat qui est mené par les médecins, et eux, ils sont aidés par des médicaments, la science. Mais il y a le combat personnel qu'on mène pour garder le moral, pour garder l'énergie, pour garder la force. Et donc, c'est le pacte passé avec ma fille, c'est on va se battre. Et on va se battre ensemble. Et tu ne seras pas toute seule. Et c'est important. Voilà. Et pour pouvoir se battre, il faut être soi-même... il faut être fort, il faut garder la force, il faut avoir le moral, il faut pouvoir recharger ses batteries. Et c'est là où je dis que le travail, une vie sociale, se changer les idées, ça passait par quoi chez vous ? C'est indispensable. C'était ça, moi, c'était l'activité militante, c'était la campagne électorale, c'était important parce que ça permettait de couper, de penser à autre chose. Et donc de revenir plus fort quand ma fille m'appelait, quand j'allais la voir. Et je suis allé la voir tous les jours à l'hôpital. On a fait le choix à un moment donné où elle était sous chimio et donc avec une perte de ses défenses immunitaires. Et elle quittait l'hôpital, mais elle devait rester à la maison pour ne pas attraper de maladie, puisqu'elle elle avait perdu ses défenses immunitaires. Mais j'en ai discuté avec elle et avec les médecins, on a fait le choix d'aller à l'école. Justement pour qu'elle ait de la force, pour qu'elle ait une vie sociale, qu'elle retrouve ses copains, ses copines, et qu'elle puisse être forte. Et c'était difficile parce que je me souviens un jour, on va à l'école, elle mettait sa perruque, elle s'apprêtait, on partait à l'école, et sur le chemin de l'école, une fois... Elle a vomi, elle était malade parce que la chimio provoquait des effets secondaires. Et je lui ai dit, c'est pas grave ma chérie, on fait demi-tour, on essaiera cet après-midi. Et elle a dit, oui, d'accord. Puis hop, on retournait et on le gérait comme ça au quotidien. Et voilà. Et donc c'est pour ça que même elle a eu besoin d'aller à l'école, d'avoir son activité pour pouvoir faire face à la maladie. Cette complicité a été évidemment renforcée, j'imagine, entre vous par cette épreuve. Elle passait par quoi ? Elle passait aussi par l'humour ? C'est possible dans ces circonstances ? Oh bah oui, oui, c'est pour ça que je parle des clowns de l'espoir, parce qu'ils venaient régulièrement dans le service des enfants de l'hôpital Jeanne de Flandre. Et c'est une association qui est financée par des gens qui payent des clowns, qui viennent donc voir ces enfants. Et alors... on riait, c'était un grand moment de plaisir avec le personnel, avec les infirmières, avec les médecins, puis avec les enfants. Et en fait, ce qui est important, c'est de continuer à essayer le plus possible d'avoir une vie normale, même si c'est difficile. Même si on se balade avec des cathéters,
Et donc, on essayait de vivre le plus normalement possible et de rire. Vous cuisiniez ensemble? Je sais que vous aimez bien faire. Ouais, mais je lui apportais. Oui. Le soir, elle me disait Papa, j'ai envie de ça, est-ce que tu peux me ramener une tartine avec. Voilà. Mais donc, je lui ramenais ce qui lui faisait envie. Voilà, des petits plats ou voilà, des chocolats, ce qu'elle avait envie, à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit. Aujourd'hui, vous avez une relation particulière avec elle? Vous l'écoutez plus que vos autres enfants? Est-ce que ça a changé quelque chose entre vous? Bon, d'abord, j'ai qu'une fille. Donc, c'est forcément la plus belle des filles. Mais, non, je suis à l'écoute de ses inquiétudes en matière de santé. Parce que, forcément, elle a toujours peur dès qu'elle a mal à la gorge, dès qu'elle sent qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Est-ce que ça revient? Est-ce que c'est ça? Et donc, elle m'en parle tout de suite et forcément, ça nous met toujours un peu de stress et de pression. Mais une prise de sang, un rendez-vous chez le médecin permet tout de suite d'évacuer le sujet et les inquiétudes. Après, non, je suis surtout inquiet de son avenir, de sa vie. Elle a 29 ans, belle comme un cœur, elle exerce le métier d'hôtesse de l'air. C'est sa passion, et donc ça va. Et est-ce qu'elle s'inquiète pour vous? Par exemple, pendant la campagne présidentielle, elle a eu peur que vous preniez des coups. Alors, elle vous a beaucoup soutenu. Elle était fière de votre engagement. Elle s'inquiète, elle me le dit, elle m'appelle. Elle ne comprend pas qu'il puisse y avoir autant de mots durs qui... contre moi, enfin, voilà, que le climat politique est comme ça. Mais ça va, non, ça va. Il n'y a pas trop de sujets d'inquiétude non plus. Donc c'est moins pire que ce qu'elle a eu quand même. Bien sûr. Vous y pensez chaque jour? En quoi est-ce que ça vous a forgé cette je pense... le cancer, j'y pense souvent parce qu'on y est confronté régulièrement, malheureusement. Parce que dans son entourage, on rencontre toujours quelqu'un qui a ou atteint d'un cancer ou qui fait des examens parce que là c'est un nodule, là c'est une mauvaise prise de sang. Et donc on y est confronté régulièrement. Là c'est Octobre Rose, c'est le dépistage du cancer du sein. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo parce que ça me préoccupe. Le mois prochain, c'est les cancers des hommes qu'il faut dépister. J'y participerai aussi. Je vais me laisser pousser la moustache. Mais c'est un vrai sujet. Et je me souviens qu'à l'élection présidentielle, il y a un média qui nous a dit vous avez une question ouverte, libre. De quel sujet voulez-vous parler? J'aurais pu parler des salaires, du pouvoir d'achat, de l'emploi, etc. Mais j'ai voulu parler du cancer. Et ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur que dans mon pays, on puisse accompagner chaque personne atteinte d'un cancer, qu'il puisse être dépisté suffisamment tôt pour pouvoir le prendre suffisamment tôt. Et cette question de la prévention, du dépistage, des moyens qu'on y met, c'est la question, c'est la base. C'est la base parce que chez moi dans le Nord, on a une surmortalité de la population qui explose à cause du cancer et à cause de cancers pris trop tardivement et qui ne sont pas soignés. Et donc, de la médecine au travail, de la médecine scolaire, et des médecins partout, et des gens qui puissent aller chez le médecin, ce qui n'est pas le cas partout. Donc ça pose la question des déserts médicaux, etc. etc. Donc ça touche tellement de gens qu'il ne faut pas faire qu'en parler, et de dire que c'est une priorité nationale, il faut y mettre les moyens derrière. Et en quoi ça a changé votre manière de faire de la politique au quotidien? Alors personnellement, ce que ça change en moi, c'est que je me dis que le cancer est une épée de Damoclès que l'on a chacun au-dessus de notre tête. Et donc à moi aussi. Et je me dis que demain, je pourrais aussi être atteint d'un cancer et vivre ça. Donc forcément, je souhaite que dans mon pays, il y ait les moyens de se soigner, parce que je me dis, ça peut être moi demain, ça peut être mes enfants. Et puis en politique,
eh bien, ça veut dire qu'on doit penser à sa succession, on doit penser à la suite, on doit penser à si demain on disparaît du jour au lendemain, comment ça se passe. Et quand j'ai proposé à Mathilde Vallembois, ma suppléante, de m'accompagner aux élections législatives, c'est quelque chose que je lui ai dit. Voilà, je lui ai dit, Mathilde, t'es suppléante, pas pour faire de la figuration. Si demain j'ai un cancer et que je suis emporté, eh ben, c'est toi qui deviendras député, donc tu dois t'y préparer. Donc voilà comment ça interfère dans ma vie professionnelle. Et dans votre quotidien, ça a renforcé le côté bon vivant en vous Le côté carpe diem? Oui, parce que ça renforce le côté bon vivant dans le sens où quand je vois des personnes qui font beaucoup d'efforts, qui boivent pas, qui font gaffe à ce qu'ils mangent et qui chopent quand même le cancer, je me dis merde, putain, autant en profiter. Autant en profiter. Mais en même temps, il faut en profiter, mais il faut faire gaffe. Donc, pas trop forcer sur le gras, le sel, l'alcool. Voilà, j'ai arrêté de fumer. J'invite tout le monde à arrêter de fumer. Et j'invite tout le monde à boire avec modération. Mais c'est pour ça que je dis que en profiter de la vie, c'est pouvoir accéder à du bon, de la bonne nourriture, du bon vin, un bon whisky, parce que je suis amateur, de la bonne bière, mais en petite quantité, mais du bon. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut allier plaisir et santé. Il faut pouvoir profiter de la vie et profiter de tout ce que la vie peut nous offrir. Donc vous n'en avez pas fini avec la carbonade flamande? Alors ça, non. Avec des frites, mais justement avec modération, pas des frites tous les jours. Très bien. Juste un dernier conseil que vous donneriez à des parents confrontés au type de drame que vous avez vécu et surmonté? En parler avec d'autres parents. Moi, j'en parlais avec ceux que je rencontrais là-bas à l'hôpital. Parce que on partage parfois des trucs bêtes sur la perte des cheveux pour son enfant, comment on surmonte ça, comment on fait, les perruques. Je pense à ça, je pense aux démarches administratives, parfois compliquées. Donc il faut échanger. Et puis, l'autre conseil, c'est faites confiance à la médecine. Il faut avoir confiance dans la science, dans nos médecins, parce que quand même, ils réalisent des trucs incroyables. Parfois, ça fait drôle parce qu'ils ont une distance avec les malades qu'ils soignent, et on se dit, putain, pour eux, c'est le moteur qui répare quand il rentre dans notre corps. Et on est un peu comme une mécanique. Mais je comprends qu'ils aient cette distance, parce que s'ils devaient absorber la charge émotive qu'il y a à chaque fois dans chaque chambre, ça serait invivable pour eux. Et cette distance leur permet justement de poser les bons diagnostics, les bons traitements. Donc faire confiance à la science, même si elle est pas exacte, même si on ne sait pas tout. Mais beaucoup de cancers sont bien soignés quand ils sont pris suffisamment tôt. Et donc il faut avoir confiance. Merci. Merci à vous. L'échange se prolonge. Fabien Roussel prend le temps de décrire son univers et les objets qui peuplent son bureau et lui tiennent à cœur. On y trouve forcément la photo de mes enfants, qui est sur mon bureau. Ouais. Nina, Yacine, Théo, Émile et Charles. Ils sont là tous les 5. Ça se voit que c'est une famille recomposée. Et que c'est une famille, parce qu'ils sont ensemble. Et on se voit, on fait des repas de famille ensemble régulièrement. Voilà. C'est Yacine qui est champion de MMA? Ouais, c'est lui. Là, vous ne le contrariez pas, vous essayez d'être toujours d'accord avec lui pour pas finir au tapis? Ah, ça c'est clair. Mais non, mais Yacine, c'est archi pas un bagarreur. Alors là, ses frangins aiment bien lui tomber dessus, mais c'est un nounours. Il fait jamais. Quand il était petit, on se bagarrait. On aimait bien faire la bagarre ensemble. Mais c'est pas du tout un bagarreur, jamais.
Il y a beaucoup de livres que j'aime bien, et puis des choses que l'on m'offre dans mes déplacements, et j'essaie de les mettre là pour m'en souvenir. Il y a des pièces les pièces qui sont fabriquées dans les fonderies de Renault, une des fonderies qu'on a fermées d'ailleurs, et elles sont là, des pièces de métal, une casquette de Alstom, de ferroviaire, et voilà. Il n'y a pas un dictionnaire de ch'ti? Vous avez besoin, vous parlez couramment? Non. La Déclaration universelle des droits de l'homme en ch'ti, je l'ai, mais à l'Assemblée nationale. D'accord. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet échange, vous pouvez vous abonner via la plateforme de votre choix, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore Castbox, et retrouver les interviews de Gala en kiosque et sur gala.fr.